C'est là déjà. Voilà. C'est bon. Il y a juste nos intervenants qui ne sont pas très bien placés, mais vous les connaissez. C'est marqué muet, ils ont le son. Ah, c'est marqué muet, ouais. C'est marqué muet. Même muet, c'est parlant. Vous les connaissez peut-être? C'est voulu le son coupé. C'est là, hein, C'est ici. sur ordi. Tu peux mettre le son? Si, on peut mettre le son là. Ils veulent le son. Ils veulent le son, alors je vous laisse mettre, je ne veux pas faire de dégâts, je connais mes limites de la technique. Ouais, oui, c'est... Alors, image, donc c'est vraiment quelque chose qui parle aussi bien que les messages. Voilà, le moment est venu avant de sympathiser autour d'un petit verre juste à côté, petit cocktail dînatoire, c'est d'abord de passer la parole à celles qui auraient des questions, des compléments. Monsieur Gorgiola, oui. D'abord, c'est 50 ou 100 dollars? C'est moi qui ai fait une petite erreur de le communiquer, j'ai marqué 100, mais je crois que le prix de base c'est 50. Hein. 50. Ouais, 50 dollars. Ça représente quoi 50 dollars pour une personne qui fait là? Oui. À Kinshasa, on a commencé avec 100 dollars. Armes contre 100 dollars. Et nous avons connu beaucoup de critiques, surtout des missions diplomatiques et de certaines personnes, et surtout des officiers supérieurs de l'armée. Quand on a conclu la base, c'était le vélo. Parce que quand on donnait un vélo, plus un guide, et on ne dépassait pas plus de 100 dollars. Quand j'ai voulu commencer à Kinshasa, j'ai dit au chef de l'État, j'ai voulu commander des petits frigos et des histoires. Il a dit ça prendrait trop de temps. Donne le même montant, la valeur du vélo. J'ai donné la valeur qui était de 100 dollars. J'ai connu beaucoup de critiques. À la conclusion de l'opération, j'étais reçu par l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en RDC. Il m'a reçu et il m'a fait des critiques. Il m'a dit pourquoi? Il m'a dit parce que va te renseigner. Une arme AK-47 coûte combien? Renseigne-toi, tu verras. Alors je suis allé au niveau du ministère de la Défense. Il ne voulait pas me dire. Finalement, le chef de l'État m'a dit qu'une arme neuve coûtait 80 dollars à l'usine. J'ai compris que ces gens-là, quelque part, avaient raison. Une arme déjà vieille, utilisée, qu'on n'a pas achetée, vous donnez plus que le prix neuf. Donc vous allez d'un côté favoriser le trafic d'armes. Ils vont aller en brousse, achètent à 30 dollars, ils viennent et ils revendent. Et c'est pour ça que nous sommes décidés d'aller à 50 dollars carrément. C'était dur de convaincre les gens de l'Est qui ont beaucoup souffert des armes, qui ont vendu leurs vaches et même leurs véhicules. Parce qu'à l'Est, chacun était convaincu que chaque famille devait avoir au moins une arme pour se protéger contre l'autre tribu, contre l'autre équipe. C'était dur de convaincre les gens. Mais finalement, Dieu nous a aidés, on a convaincu les gens. Le message était clair. Si vous avez une facture d'achat, donnez-moi, je vais vous rembourser. Ce sont les armes de l'État, je vous donne à 50 dollars. Ce qui compte, c'est la paix chez nous. Vous avez gardé les armes pour vous protéger et vous êtes mort avec ça. Cherchons une autre méthode pour nous protéger. Donnez-moi ces armes-là. Évidemment, on m'a remis les armes et la paix est rentrée. Voilà. Vous répondez de quoi côté? En termes de budget pour une famille, 50 dollars, ça représente quoi? Non, c'est rien. Mais c'est un symbole. Hein. C'est ça le problème de l'adhésion. Ce n'est pas question d'intérêt qu'ils ont. Les gens ont compris le message qu'il est temps qu'on fasse la paix. Parce que je donne une métaphore. Quand vous avez la roue, c'est pour cultiver avec. Vous avez un ordinateur, c'est pour taper dessus. Et vous avez une arme, c'est pour tuer. Je leur ai demandé eux-mêmes de contribuer à pacifier cette histoire-là. Ce n'est pas question d'intérêt. Ou bien, normalement, celui qui a 10 armes, ou bien il a 500 dollars, c'est bon. Mais la plupart amenaient une arme individuelle. Pour moi, c'était la décision du Congolais d'amener la paix chez lui. Ce n'est pas question de valeur d'argent. Non, d'ailleurs, il a rappelé tout à l'heure, M. le révérend, que dans une opération précédente, ça avait été un vélo qui avait été donné. Donc je crois qu'il y a une force qui est symbolique, qui est forte, qui est manifeste. Par contre, c'est quand même peut-être intéressant de voir que justement, il y a ce problème du montant. Si le montant est trop élevé, on se dit, ben, on va ramener du matériel. Mais avec 50 dollars, tu as raison. Avec 50 dollars, excusez-moi. Excusez-moi. Vous ne répondez pas à ma question. Non, oui. Avec 50 dollars, on peut acheter des poissons. Avec 50 dollars, vous achetez des histoires, vous ramassez un petit commerce dans le coin. Dans les villages, c'est normal. Dans les villages, on peut acheter des bananes, de régime de bananes, et commencer un petit commerce si on veut. Avec 50 dollars dans un village, on peut vivre pendant un mois. Ça a même de la valeur. Ça, c'est la réponse à votre question. Oui, c'est quand même quelque chose qui a une valeur, pas seulement symbolique, mais aussi réelle. Oui, non, toi, non. Tu peux, dans un village, 50 dollars, tu achètes des bananes, tu achètes du poisson, du manioc, des haricots, et tu commences un petit commerce. On vit un mois, en gros. Oui, un mois.
c'est pareil. Hein. Et en plus, vous démarrez votre commerce, parce que c'est vrai que c'est très microéconomique dans ce pays. Donc les gens aiment avoir cette autonomie-là. Donc ils achètent un... C'est une vraie liberté. C'est une liberté, et avec 50 $, ça leur permet de vraiment créer leur commerce. Et la plupart des gens, quand tu passes de parce que c'est ta boutique, ça. C'est comment? Je vais donner 10 armes et j'ai commencé mon commerce. Il y a ceux qui font le commerce entre Kinshasa et Mbandaka, ils font du poisson. Quelqu'un m'avait amené 700 armes. Il m'a dit, pasteur, moi j'ai 700 armes. Et là, je lui ai dit, tu me les amènes en petit groupe, sinon tu vas attirer l'attention des gens. On sait jamais 10 ans plus tard, 12 ans plus tard, on peut te poursuivre. Amène-moi un petit groupe. Il m'a amené. Le petit 5 ans commencé maintenant, il fait le trafic entre Kinshasa. Non, ça aide quand même. Hein. Ça aide. Merci. D'autres questions? Oui, pour quelqu'un qui vient de Suisse ou d'Europe, pourquoi il y a eu cette guerre, cette haine à ce niveau-là? La guerre chez nous, d'abord je vais commencer par le nord du Katanga. On a été agressé par le Rwanda. Le Rwanda nous a agressés, nous a occupés. Le Rwanda voulait faire la guerre chez nous pour éviter que les Hutus ne les suivent. Les mêmes Hutus qui étaient amenés par la communauté internationale avec l'opération turquoise en 1994, quand le régime d'Aberman est tombé et que le régime de Kagame est venu au pouvoir. Pour qu'on ne puisse pas tuer tout ce monde, la communauté internationale avait demandé au gouvernement congolais d'accueillir les réfugiés chez nous. Et toute l'armée du Rwanda est entrée chez nous, avec armes et munitions. Toutes les ONG internationales qui nourrissaient les réfugiés congolais ne sont pas parvenues à les désarmer. On les nourrissait avec leurs armes. Finalement, c'était un danger pour le Rwanda. Le Rwanda les a attaqués, le Rwanda a occupé notre pays. Et la communauté internationale s'est tue. La communauté internationale n'a pas reconnu qu'il y avait agression. Parce que lors du génocide, la communauté internationale n'a pas intervenu pour stopper le génocide au Rwanda. Alors, avec cet embarras-là, on s'était tué. Finalement, c'est la population congolaise qui s'était armée avec l'aide du gouvernement pour défendre le pays. Comme le monde entier ne veut pas nous aider, défendons notre pays nous-mêmes. On a armé la population civile d'une manière désordonnée. Finalement, quand la guerre est finie et que la population congolaise qui s'était organisée en groupe d'autodéfense, qui s'était nommé Mai Mai, n'a pas été récompensée par le gouvernement. Ils ont défendu le pays, ils n'ont pas été récompensés par le gouvernement. Finalement, ils ont tourné les mêmes armes contre la population civile, commencé à violer leurs mères, à tuer et à piller. C'est devenu un chaos total. Le gouvernement qui a donné les armes, sans pouvoir suivre, était incapable de les désarmer. Parce que non identifiés et les abus ont continué. Ils sont allés très loin, ils ont commencé à manger les gens. Il y a un prêtre qu'on a bouffé, qui a voulu m'imiter, ça s'est préparé, on l'a mangé et l'évêque a fait la messe avec les ossements qu'on a enterrés. Donc, c'est dans ce contexte-là de l'occupation et de non-récompense de la population qu'il y a une certaine révolte. Donc, l'État n'avait plus le contrôle. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit que nous allons partir. Parce qu'on a envoyé de l'argent, on a envoyé des gens, on a envoyé des biens, les gens étaient totalement révoltés. On a défendu le pays contre l'agression. Et c'est comme cela que nous avons pu intervenir. Voilà un peu pour la partie Est. À Kinshasa, c'était clair. C'est Mobutu et l'Ouest qui régnaient, qui a gouverné le pays pendant 30 ans. Mobutu a perdu le pouvoir, son armée a été défaite, mais on n'a pas désarmé. Ces gens-là ils pensaient à faire un coup. Alors pour eux, il fallait déstabiliser. On tue 10 personnes par jour, on tue là-bas, pour monter au pouvoir en place que vous êtes incapables. Même si Mobutu est parti, nous sommes encore là. Et c'est comme cela qu'ils sont passés avec le message, le gouverneur l'a certifié là-bas, et nous avons récupéré 12 000 armes et ça a baissé. Donc ce n'est pas une guerre qui est en nous, c'est une guerre qui nous a été imposée de l'extérieur. Et c'est pourquoi elle était facile. L'État, par sa méthode de force, de justice, de répression, n'a pas convaincu les gens. Et nous sommes partis par le dialogue et par l'échange. Parce que quand on est dans un village, on cause avec les jeunes coutumiers, on cause avec les jeunes, on leur fait voir les inconvénients des choses de la guerre. C'est comme ça. Bon, ça rejoint ce que disait d'ailleurs M. Grossman tout à l'heure. Quand il y a un problème, il faut le régler soit sur place et pas par des forces. Est-ce qu'on a répondu à cette question qui était judicieuse pour nous rappeler? Oui. Je crois qu'à part ramasser les armes, vous êtes aussi actif pour l'amélioration des relations entre le Rwanda et la RDC. Oui. Et quels sont les fruits en fait de ce travail? Moi, en allant à l'Est, d'abord le Rwanda était sceptique. Il pensait que
ils ont émis des réserves. Est-ce qu'ils ne vont pas prendre les armes du Rwanda? Est-ce qu'ils ne vont pas profiter de la possibilité pour nous déranger? Le président Kagame a appelé le président Kabila et le président Kabila l'a rassuré que nous voulons désarmer chez nous pour amener la paix chez nous. Alors quand on a fait le travail et que les résultats commencent à être visibles, et nous avons touché à l'âme du problème, parce que là je n'ai pas touché à ça. Ce sont les réfugiés Hutus qui faisaient des incursions au Rwanda et qui déstabilisaient le Rwanda. La communauté internationale vous avez appris qu'il y avait des opérations militaires jointes entre l'armée de la RDC et l'armée rwandaise pour vous suivre les Hutus. On n'a pas réussi. Alors moi j'ai demandé, quand les femmes ont dit Pasteur Mulunda, en prenant les armes, vous nous affaiblissez, parce que nous avons les rebelles Hutus qui nous tuent ici, les FDLR. Si vous voulez vraiment faire la paix, il faut enlever ces gens d'ici. Et eux refusent d'aller au Rwanda. Et j'ai passé le message aux FDLR de se rendre chez nous, de désarmer, parce qu'il y a un accord conjoint, le communiqué de Nairobi, dans lequel le gouvernement congolais s'était engagé à éloigner les rebelles Hutus de la frontière. C'était signé sur papier, mais personne ne l'a fait. Et le PAREC a exploité ce communiqué-là. Nous avons invité les gens, rendez-vous, venez, on ne va pas vous tuer, avec votre arme, nous allons vous déplacer. Et nous avons déplacé 354 combattants, ainsi que leurs membres de famille. Et le Rwanda était étonné qu'on ait réussi ça. Et le Rwanda était tout content. Et c'est comme ça qu'on a vu pendant notre cinquantenaire, le président rwandais est venu à Kinshasa, et notre chef de l'État. Une des images dans l'avion, le retour des réfugiés. Oui. Et notre président est parti là-bas. Et moi-même, il y a une cinquantaine de réfugiés qui ont demandé de rentrer chez eux. Je me suis mis dans l'avion, on a causé avec le gouvernement rwandais et je les ai amenés au Rwanda. Donc les relations jusqu'à présent là, elles sont devenues très bonnes. Ils ont vu notre sincérité et qu'on était sincères. Moi je n'ai pas un agenda politique. Je voudrais que la paix revienne chez nous. Et quand les Rwandais ont compris qu'on était sérieux, les relations sont très bonnes. Une deuxième question, c'est grâce à ces efforts que Laurent Nkunda a été arrêté? Non, Laurent Nkunda a été arrêté, pas avec nos efforts. À un moment donné, on a compris qu'il fallait qu'on mette fin à la guerre. Et le président a dit, nous allons mettre fin à la guerre, nous, chez nous, vous stoppez Nkunda, et nous, on va, de l'autre côté, s'occuper des FDLR. Et c'est comme ça qu'on a arrêté Laurent Nkunda. Mais ils ont fait seulement des engagements, il n'y avait pas de solution. Je pense que c'est nous maintenant qui mettons le Rwanda en confiance. Merci. Une autre question. Quelle est l'origine des armes? Qui avait intérêt à fournir des armes à votre pays, enfin, Différentes parties. en majeure partie? Donc, bon, à l'Est, vous avez la réponse. L'armée rwandaise, quand elle a été faite, l'armée de Harimana, est entrée chez nous avec chars de combat. C'est toute l'armée qui est entrée chez nous. Tout le monde a fait, c'est toute une armée, tout un pays. Tous les stocks de munitions, des armes du Rwanda étaient déversés chez nous. Et personne ne les a désarmés. C'est de la fabrication locale ou... Non, les armes importées de tout un gouvernement. Les armes, ce ne sont pas des armes fabriquées en Union soviétique et partout, ce sont les armes portées par l'armée aujourd'hui dans les rues. Donc la première source était celle-là, c'était l'armée rwandaise. Même les banques du Rwanda étaient transportées chez nous quand on a défait le gouvernement. Même les banques, ce ne sont pas seulement les armes. Et les banques et tout étaient venus chez nous. Ils ont pu récupérer l'argent, mais personne jusqu'à présent n'a pas pu récupérer les armes. Il y a même certains leaders autour qui ont eu beaucoup d'argent, qui sont allés s'installer en Europe et qui continuent aujourd'hui à financer la déstabilisation du Rwanda. On doit le reconnaître. Au niveau de Kinshasa, j'ai dit que Mobutu avait sa garde présidentielle. Mobutu, son armée a été vaincue. Mais ces gens-là n'ont pas été casernés. Ils ont quitté les camps et sont mis dans la population. Ils ont enlevé leur tenue, ils sont restés là-bas avec armes et tout à la maison. Quand Kabila est venu, il n'y avait pas de dépôt d'armes. Et puis, en 1991, 92, 93, il y a eu pillage. La population, à cause de la faim et de la crise, s'est rebellée à Kinshasa. Et on a pillé et casernes militaires et tout. Et la population a amené les armes à la cité. Donc il y avait cette prolifération-là d'armes non contrôlées à Kinshasa. Et c'est pour cela qu'on pouvait attendre, on a tué quelqu'un là-bas, on a tué des personnes là-bas, parce que les gens avaient les armes. Donc voilà un peu la source des armes.